Un zoom sur l'actualité économique avec les rédactions du magazine Bilan et de Radio Lac en direct de l'hôtel Epson Manotel à Genève. Bonsoir Irma. Mais bonsoir. Eh bien, cette fois-ci, on se retrouve pour une émission toujours en collaboration avec le magazine Bilan pour quelque chose de vraiment très intéressant puisque actuellement les taux d'intérêt sont au plus bas. La période semble vraiment favorable aux emprunts hypothécaires. L'offre est assez diversifiée et donc si vous avez envie de devenir propriétaire et de profiter de la situation, si vous êtes déjà propriétaire, c'est cette émission qu'il faut écouter pendant 45 minutes avec notre invité, membre de la direction responsable de l'immobilier et de la construction à la Banque cantonale genevoise, c'est Jos von Arx. Bonsoir. Bonsoir. Et à mes côtés, en collaboration avec le magazine Bilan, Jean-Raphaël Fontana. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vous qui avez préparé ce magnifique dossier qui va nous aider à pouvoir élaborer toute cette situation. Et alors la première chose qu'on peut se dire, c'est que c'est presque aujourd'hui donné à tout le monde de devenir propriétaire, mais il faut faire d'abord attention à la première chose, c'est à combien d'argent on a avec soi. Effectivement, je crois que les situations telles que nous les connaissons maintenant sont particulièrement favorables pour devenir propriétaire. Et l'un des aspects de la propriété, c'est l'emprunt qu'on va devoir souscrire, c'est-à-dire il va falloir passer en général par une hypothèque. Et souscrire une hypothèque, ça suppose d'avoir un certain nombre de fonds propres. Alors justement, concernant ces fonds propres, nous avons interrogé d'autres personnes, d'autres banques, grandes banques, l'Union bancaire suisse évidemment avec Édouard Duc, qui lui va nous donner sa définition des fonds propres. Alors classiquement, les fonds propres sont le résultat de l'épargne des futurs acquéreurs. C'est un indice important que d'avoir une faculté de créer de l'épargne, car vous pouvez aussi avoir affaire à des hauts revenus qui n'ont pas cette capacité d'épargner. Donc classiquement, première source c'est l'épargne, deuxième source, le troisième pilier lié. Vous pouvez au cours des années utiliser les avantages fiscaux que procure le troisième pilier et ensuite utiliser pour l'achat d'une maison. Et enfin, la dernière source c'est l'utilisation du deuxième pilier. En ce qui concerne le deuxième pilier, le conseil de la banque va soit vers le nantissement, soit vers l'utilisation des fonds. Il faut savoir que lorsque vous utilisez les fonds, vous devez payer un impôt de l'ordre de 8 à 12% sur les fonds retirés et que vous pouvez parfois devoir aussi contracter des assurances complémentaires pour couvrir les éventuels trous dans votre caisse de pension. Alors pour les auditeurs, ça peut sembler un petit peu compliqué, on va décoder. Alors la première chose, comme on l'a dit, il faut faire attention aux fonds propres. Et alors quels sont les éléments principaux que vous conseillez, vous, à la Banque cantonale genevoise ? Alors écoutez, en premier lieu, j'aimerais vous dire que je suis complètement d'accord avec ce qui vient de dit par Édouard Duc. J'aimerais juste prendre un tout petit peu de recul par rapport à cette question des fonds propres et on entre très rapidement dans le sujet si on veut bien. J'aimerais juste rappeler une chose qui me paraît essentielle au départ. L'engagement immobilier, l'acquisition immobilière est avant tout un engagement à long terme. Donc chaque personne intéressée à une acquisition doit s'engager dans le long terme. J'aimerais rappeler brièvement quelle est la philosophie de la Banque cantonale de Genève à ce sujet d'ailleurs. L'acquisition ou la construction d'un bien immobilier, pour un particulier, représente dans la grande majorité des cas un acte exceptionnel, un acte souvent unique dans une vie. Il représente aussi presque toujours l'accession à un rêve, faisant suite à des longues années d'efforts. Et Édouard Duc le disait, l'UBS le disait il y a une minute, ces efforts, c'est les efforts d'épargne, c'est la capacité de tout un chacun à épargner. C'est effectivement pour tout banquier une chose très importante dans l'analyse d'un dossier. L'acquisition d'une maison ou d'un appartement signifie également une transaction financière d'une proportion tout à fait inhabituelle pour la plupart des gens. L'ensemble de ces éléments donne, si on veut bien, à ce projet une dimension émotionnelle très importante et provoque bien souvent un véritable bouleversement financier. Voilà un petit peu les aspects que nous abordons. Alors après, ces aspects doivent absolument être abordés en toute sérénité. Les impacts financiers, nous les connaissons. Les plus importants, il s'agit évidemment de déterminer le montant adéquat de l'hypothèque et surtout la charge financière que cette hypothèque va générer. De faire le tour, bien entendu, des risques à couvrir afin de prévenir certaines déconvenues, notamment l'accident, maladie, tout ce qu'on peut imaginer de ce côté-là, la validité, le décès. De revisiter les aspects liés à la prévoyance, de retraite notamment, de retraite anticipée. Vous savez que de plus en plus de gens y aspirent et il est très important de revisiter évidemment ces aspects-là. Et enfin, de garder un œil attentif aux impacts fiscaux. Une telle transaction est susceptible de générer certains impacts fiscaux. Chaque client doit absolument avoir avec son banquier une discussion approfondie sur l'ensemble de ces éléments-là.
Oui. Alors on va développer tous ces points-là, mais d'abord restons sur les fonds propres. Alors on peut expliquer aux auditeurs que quand on veut acquérir un bien immobilier, eh bien ça se fait en 3 parties. Il y a une partie c'est les fonds propres, et puis ensuite il y a l'hypothèque premier rang et deuxième rang. Alors pour l'instant on en est aux fonds propres avec ces différentes possibilités. Alors, les fonds propres, effectivement, la plupart du temps sont le fruit d'économies réalisées au cours d'années. Et ils sont simplement versés au comptant au moment de l'acquisition. Et concrètement, à la Banque cantonale de Genève, vous demandez combien de fonds propres? Alors, c'est assez difficile de dire pour tout le monde combien de fonds propres il faudrait. Il y a une règle qui est à peu près valable dans toutes les banques, qui consiste à dire que le minimum de fonds propres est de 20% pour l'acquisition d'un bien immobilier privé. Maintenant, bien entendu, ce pourcentage de fonds propres peut varier. Il peut être notamment beaucoup plus important dans le cas où des personnes souhaiteraient avoir un budget moins serré ou consacrer moins d'argent finalement à leur bien immobilier. Donc on serait appelé par exemple à demander des fonds propres complémentaires, 30, 40% par exemple, si certaines personnes très souvent veulent ne s'engager qu'à hauteur d'un premier rang. C'est quand même plutôt l'exception. Oui et non. Je dois dire que très souvent les calculs se font à l'envers. Vous savez, je crois que l'intelligence de beaucoup de gens dans ce domaine-là, c'est de dire finalement quel est mon budget et quelle est la part que je désire consacrer mensuellement à ma maison. Et finalement, par calcul inverse, eh bien, ils arriveront à déterminer le montant des fonds propres qu'ils doivent investir. Il est clair que certaines de ces personnes, s'ils n'arrivent pas à consacrer le montant de fonds propres nécessaire, tout en ayant à l'esprit cette part de budget qui est importante pour toutes ces personnes, eh bien ils renonceront peut-être temporairement à acheter la maison. C'est quand même un montant relativement conséquent qu'il faut apporter. Vous avez parlé de cette règle des 20%. Je note d'ailleurs au passage que pratiquement toutes les banques énoncent cette règle. Il y en a même une, la banque Migros, qui demande 25%, ce qui est quand même aussi une différence relativement importante. Ça signifie une assez grosse somme. Ça peut être fourni par l'épargne, mais ce qu'on voit, et probablement ce que vous constatez aussi dans la pratique de tous les jours, c'est que c'est souvent soit un troisième pilier lié qui va être impliqué dans l'opération, ou alors on va sortir une part de la caisse de retraite, on va utiliser son deuxième pilier. Quelle est la politique de la Banque cantonale de Genève en la matière? Alors la politique de la Banque cantonale de Genève se rapproche, à mon sens, de la politique de toutes les autres banques, c'est-à-dire qu'effectivement la loi prévoit que les fonds propres peuvent être constitués de l'épargne prévoyance de type deuxième pilier. Donc cette épargne prévoyance peut être mobilisée soit par un retrait pur et simple, soit par le nantissement. Alors cette pratique permet effectivement d'alléger un peu la charge de fonds propres initiale. Par contre, pour que cette pratique puisse être appliquée, il est très important que la personne qui souhaite bénéficier de cet avantage-là le fasse en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'elle contacte de façon, je dirais, obligatoire la caisse de pension qui assure cela, et surtout qu'elle se rende compte dans le temps des impacts que ce retrait peut avoir sur sa prévoyance professionnelle. Quand on pense à la prévoyance professionnelle, on pense très souvent à la retraite. Mais finalement, il n'y a pas un cas de prévoyance n'est pas forcément un cas de retraite. Cela peut être un cas d'invalidité. Donc, pensez à tout cela. On peut préciser qu'on peut aussi demander une assurance complémentaire par rapport à ça. Bien entendu. Alors, c'est indispensable. Dès lors que vous amenuisez d'une manière ou d'une autre votre capital de prévoyance, il faut savoir que ce n'est pas qu'un capital. Vous amenuisez surtout les prestations de prévoyance. Et comme je viens de vous le dire, ces prestations de prévoyance ne sont pas uniquement des prestations de retraite à un âge donné, mais sont surtout des prestations, des rentes d'invalidité, des rentes de veuves, des rentes d'orphelins qui peuvent être réduites à ce moment-là. Et alors, il existe la possibilité d'assurer cette partie de perte de performance à ce moment-là. Juste pour que les auditeurs comprennent bien, donc il y a les deux possibilités. Soit vous allez retirer l'argent de votre deuxième pilier, vous faites un versement à la banque, soit vous le nantissez, c'est-à-dire que cet argent sera mis en gage, sera déposé en garantie, mais il reste dans la caisse de pension. Et je vous propose qu'on entende un autre banquier sur cette question. Oui, c'est Jacques Meyer qui nous met en garde. Le nantissement sur le deuxième pilier, c'est encore acceptable. Ce que je n'accepte pas trop, c'est lorsqu'il y a une famille et que les personnes veulent utiliser l'argent qui est déposé en direct.
Parce que le nantissement, eh bien l'argent reste à la caisse de pension et en fait les prestations ne sont pas diminuées par le fait qu'il y a le nantissement. On essaye aussi dans ces cas-là d'amortir la partie qui est nantie, le crédit qui est fait contre le nantissement du deuxième pilier dans une période relativement courte pour que toutes les prestations, même en cas de problème financier, soient maintenues pour la famille. Mais on peut préciser que si on retire l'argent, après on recommence à zéro à la caisse de pension. Donc il faut faire attention. Oui et non, j'entends. Le retrait ne doit pas forcément concerner la totalité des avoirs. J'entends, un retrait partiel est possible aussi. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Le retrait total est finalement relativement rare. Maintenant, effectivement, j'aimerais rebondir sur ce qui vient d'être dit en ce qui concerne le nantissement. Alors, le grand avantage du nantissement, il est vrai, c'est qu'il n'impacte en aucune manière, j'entends la prévoyance, comme on vient de le dire. Par contre, il nécessite des revenus qui, du coup, sont plus élevés, puisque l'hypothèque va proportionnellement être beaucoup plus élevée. Il y a pratiquement carence de fonds propres dans ce cas-là. On va s'approcher d'une hypothèque qui peut-être va monter jusqu'à 90%. Ça signifiera à ce moment-là que les revenus devront être plus élevés pour assurer à long terme. Et je rappelle ce que je disais en début d'émission, c'est un engagement à long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui s'engage dans une acquisition immobilière doit avoir devant elle une vision minimale à 5-10 ans. Donc des probabilités de revenus sur 5-10 ans, donc j'entends une analyse, une vision de la stabilité de son emploi sur cette même période, et ça c'est très important, surtout lorsqu'on s'endette de façon considérable. Là, si je comprends bien, à la Banque cantonale, vous êtes d'accord d'accepter aussi bien le nantissement que le versement? Absolument. Ce qui n'est pas le cas de toutes les banques. Il faut savoir quand même qu'un certain nombre d'établissements n'acceptent que le versement en cash d'une part du deuxième pilier. Ce que vous avez dit à propos de la différence de charge, elle est évidemment importante et je crois qu'il faut l'illustrer un peu. Si vous achetez un objet d'une valeur d'1 million, vous allez faire un emprunt de 800 000 francs si vous avez 20% de fonds propres. Si vous nantissez une part de votre deuxième pilier, l'emprunt ira jusqu'à 900 000 si vous êtes à 90% ou jusqu'à même 950 000. On connaît des banques qui prêtent jusqu'à 95% lorsque le deuxième pilier est nanti. Ça veut dire que les intérêts sur 950 000 sont évidemment beaucoup plus importants et plus lourds que si votre emprunt s'intitule à 800 000. Alors, on est toujours sur les fonds propres. Alors, si on n'a pas envie de se pencher sur la caisse de pension, il reste encore une autre solution qui est proposée notamment par Jacques Meyer de la BCV. Bien, en principe, les fonds propres sont constitués par de l'épargne. Mais ce que je vous dis là, faudrait pas le répéter trop fort, parce que j'ai 2 filles qui ont 20 et 24 ans. Mais je pense que le moment où les parents doivent aider les enfants du point de vue financier, à part les études, c'est lorsqu'ils veulent acquérir un logement. Eh bien, il faut qu'ils demandent à leurs parents, s'ils ont les moyens, bien entendu, une petite avance d'hoirie qui leur permet peut-être, avec les économies qu'ils ont accumulées, de constituer les fonds propres nécessaires. Dans votre expérience ici à Genève, c'est assez fréquent les avances d'hoirie? Bien sûr, ce sont des choses qui arrivent. En l'occurrence, alors c'est pour moi, on sort en l'occurrence ici du financement bancaire traditionnel. Ce sont des fonds propres, tout simplement. On n'entre pas là dans une créance qui produit de l'intérêt, donc qui devient une charge supplémentaire. Non, mais c'est un Voilà. conseil que le banquier peut donner. Bien entendu. En général, les gens qui savent d'eux-mêmes qu'ils ont des possibilités d'héritage ou alors qu'ils peuvent demander certaines choses, c'est rarement le banquier qui va les conseiller dans ce sens-là. Alors, il faut évidemment constituer tout un dossier et en général, il faut être assez rapide lorsqu'on est sur une affaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve pas forcément tout seul sur un immeuble. Donc, il y a plusieurs points qu'il faut déjà préparer quand on va voir son banquier. Et notamment, si on a une fiche de salaire, une copie de cette dernière déclaration d'impôt, le certificat de la caisse de pension, par exemple, ou encore l'extrait de l'office de poursuite, ça permet d'aller beaucoup plus vite. À la BCG, combien de temps vous donnez à peu près pour donner des réponses rapides? Eh bien, écoutez, je vais vous répondre de la façon suivante. Finalement, la clé, c'est le dossier lui-même. Plus le dossier est constitué de façon complète, et plus on pourra aller vite. Et ça veut dire que concrètement, vous allez faire l'expertise à la BCG. C'est vous qui prenez ça en charge? C'est le client qui prend ça en charge? Du tout. Donc, à la Banque cantonale de Genève, l'expertise appartient au client. Il appartient au client de venir avec son expertise. Nous pouvons par contre le guider. Nous avons un conseil d'experts qui sont des architectes qui est largement doté. Nous pouvons lui indiquer les personnes qui sont agréées par la banque, ce qui permet à toute personne de savoir que avec cet agrément, elle a affaire à un professionnel qui va estimer son bien au plus près des intérêts, mais de ses intérêts à lui. Mais quoi qu'il en soit, on peut difficilement imaginer aujourd'hui
l'acquisition d'un objet immobilier, quel que soit son prix, sans un rapport de professionnel qui appartienne à la personne qui achète, n'est-ce pas ? C'est très important. Donc en principe, ce n'est pas vous qui mandatez un expert pour effectuer cette expertise. En principe, j'entends, on a un collège d'experts. Certaines personnes nous délèguent sous leur responsabilité cette possibilité de nous adresser à l'expert qui nous convient, mais j'entends, il recevra cette expertise signée par l'architecte qui l'aura effectuée. Avec suite de frais. Avec, bien sûr, à sa charge. Bien sûr. Mais vous savez, à l'heure de faire une acquisition de plusieurs centaines de milliers de francs, voire plus d'1 million de francs, je crois que l'expertise qui va coûter quelques centaines de francs est une charge finalement qui sera plutôt bien rémunérée par la suite. Elle permettra surtout d'éviter de très mauvaises surprises par la suite. Voilà. Alors, une fois qu'on est rassuré avec ces fonds propres, ou alors comment on va constituer les fonds propres, une fois qu'on a le dossier en main, eh bien, on a le droit de choisir sa banque. Et évidemment, là, on se retrouve sur un marché à savoir quelles seront les meilleures offres. Et il faut faire attention parce que c'est pas forcément là où il y a les taux les plus bas qu'il y a les meilleures propositions. Alors, je vous propose l'analyse de la BCV de Jacques Meyer. Nous ne vendons pas le prix hypothécaire comme une marchandise. Nous considérons que le prêt hypothécaire, c'est un produit qui est vendu pour du long terme. Donc, à partir de là, nous faisons une étude assez approfondie au niveau patrimonial, fiscal, voire des fois successoral pour déterminer ce qui est le mieux pour le client. Un entretien pour la vente, pour le financement d'un appartement ou d'une maison chez nous prend plusieurs dizaines de minutes, voire 1h30 environ. Après une bonne heure d'entretien, eh bien vous êtes fixé, on vous dit quel est le prix pour vous, est-ce que le financement est possible, et vous pour rentrer à la maison, vous n'avez pas les papiers avec vous, mais à signer, mais vous êtes fixé sur quel prix vous allez payer, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous faire. Et parfois, il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin de payer. Nous, ce qui nous différencie, c'est qu'on a fait un effort particulier en engageant des conseillers, des spécialistes hypothécaires. Donc, dans tout le réseau de nos succursales, on a de grands spécialistes avec beaucoup d'expérience. Donc ça, c'est un premier point important. Puis ensuite, on a les taux qui sont très compétitifs actuellement, qui sont en principe en dessous de nos concurrents, nos taux de base. Et puis, on a une palette de produits qui est vraiment exceptionnelle dans le sens où on va du variable et des produits un peu plus structurés. Et il n'y a pas de frais de dossier. Là, c'était Pascal Besnard du Crédit Suisse qui nous donne encore d'autres conseils. Globalement, le Crédit Suisse est légèrement inférieur, mais c'est clair qu'il n'y a pas une énorme différence. Ce qui fait la différence, puis surtout ce que le client doit voir, c'est l'aspect global du conseil. Parce que bon, les taux, c'est vrai que c'est plus, je dirais, pour la vitrine et puis en fonction de ça, d'être compétitif pour que les clients s'intéressent à nous. Mais globalement, ce qui compte le plus, après, c'est pas tellement 0,05 sur le taux. C'est la manière de conseiller les gens puis de faire son travail comme il faut vis-à-vis du bien, vis-à-vis du débiteur, vis-à-vis de la prévoyance. Donc tout ça, c'est un conseil global qui prend du temps, qui est gratuit chez nous et puis qui est nécessaire à ce que les gens puissent avoir une idée très très précise en sortant du rendez-vous où ils mettent les pieds. Alors la valeur du conseil, oui, avec sa qualité, mais aussi la disponibilité du banquier. Et pour cela, il faut qu'il y en ait plus. Et c'est le cas à la BCV avec Jacques Meyer. Nous avons avant tout une excellente connaissance du marché local, puisqu'en fait, nous avons 71 succursales disséminées dans le canton de Vaud. Donc avec environ 150-200 collaborateurs qui s'occupent de prêts hypothécaires, aujourd'hui, vous avez chaque fois un interlocuteur qui connaît le marché dans le détail. Le nombre de succursales fait qu'ils sont plus proches des clients, puisqu'en fait, ils sont situés dans tout le canton. Alors effectivement, ce qui est un peu de nouveau, ce qu'on entend là maintenant par ces diverses interventions, c'est qu'il y a une concurrence qui est assez récente sur le produit hypothécaire. Comment est-ce que vous vous positionnez à ce niveau-là à la BCG ? Alors écoutez, je pense qu'il est très important de parler de ce phénomène, effectivement, parce que j'ai l'impression qu'il y a une focalisation un peu malheureuse sur la question des prix pratiqués, sur les taux d'intérêt, en d'autres termes. Et j'aimerais vous dire ceci. Attention, surtout dans la comparaison des tarifs en général, mais surtout et particulièrement en matière de taux d'intérêt. Premièrement, ce que l'on peut observer, c'est que les prestations offertes ne sont souvent pas comparables. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Ça a été dit. C'est-à-dire qu'il y a il y a certaines banques qui, par exemple, incluent des expertises dans les taux. Il y a certaines banques qui pratiquent des taux uniques, premier, deuxième rang. Il y a certaines banques qui, par exemple, n'offrent plus de taux hypothécaires variables. Alors, dès lors qu'on commence à comparer, comparons ce qui est comparable. Ce que je constate le plus pour répondre à votre question, c'est que certains établissements publient des conditions minimales. Des conditions minimales qui sont sujettes à un certain nombre de contraintes que la plupart des clients ne pourront, la plupart du temps, réunir. De sorte qu'ils ne pourront tout simplement pas accéder aux dites conditions minimales. En pratique, ce qu'il faut retenir, c'est que, quelle que soit la banque, et là je vais un tout petit peu plus profondément dans la fabrication du prix, quelle que soit la banque, son métier finalement est de rentabiliser un risque.
En d'autres termes, plus le risque est important, plus le taux d'intérêt est élevé. De même que lorsque vous placez votre argent en action plutôt qu'en obligation, vous prenez un risque de perte plus élevé. Dès lors que vous l'acceptez, vous attendez également un rendement plus conséquent de votre investissement. Ça marche selon exactement le même principe. Certains paramètres, par contre, ne sont pas directement liés au risque et sont à contrario de nature à impacter quand même favorablement le taux d'intérêt hypothécaire. Et là, j'en viens effectivement à votre question, par exemple, l'importance de la relation. Non, mais ce qui est quand même important pour le client, à un certain moment, c'est la facture à la fin de l'année. La relation, c'est bien, c'est important, mais j'entends si vous avez les tableaux que nous avons publiés dans Bilan Le Monde, vous avez un écart sur la charge annuelle de 4 000, 5 000 ou 6 000 francs sur des produits comparables. C'est quand même énorme pour un emprunt de 800 000 francs. Alors, j'en viens à l'importance de la relation parce que tout se situe à ce niveau-là. Une banque qui va vous proposer et qui a pour habitude, pour coutume, de publier des prix minimaux, elle entend prix minimal égale contre-prestation. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, auprès de cette banque des avoirs qui sont déposés d'une certaine importance, si vous disposez d'une fortune sous forme de portefeuille de titres, enfin bref... Mais si vous en avez pas, elle va vous les demander de toute manière. En admettant que vous soyez déjà client de cette banque de cette façon-là, à ce moment-là, bien entendu que vous allez accéder à des conditions minimales. Mais si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas cette possibilité-là, bien souvent vous constaterez que les conditions minimales publiées ne sont pas accessibles pour vous. Mais alors j'aimerais juste en venir, excusez-moi, à la politique de la Banque cantonale de Genève en la matière. Bien entendu, en termes de contrepartie, nous exerçons exactement selon les mêmes principes. J'entends la relation globale, mais à une différence près. Les taux fixes que nous indiquons à titre informatif sont des taux moyens qui sont praticables pour la majorité de nos clients. Ces taux peuvent, en fonction des éléments que je viens d'exprimer, être plus ou moins élevés. Une fois de plus, et quelqu'un le disait il y a 2 secondes, une fois de plus, nous ne voulons pas entrer dans un système où la seule référence exprimée est le prix. Nous sommes convaincus, et nos clients les premiers, que la véritable compétitivité d'un partenaire financier s'exprime dans bien d'autres dimensions, et notamment dans des dimensions qualitatives. Oui, mais Monsieur Von Arx, il y a quand même une grande différence sur le marché. Si j'achète 2 voitures de marques différentes, elles ne sont pas complètement identiques. Si je fais un emprunt à taux variable, l'argent de la BCG a plus ou moins la même odeur que celui du Crédit Suisse ou de l'UBS. Et quelque part, ce qui m'importe quand même à la fin, c'est de voir combien je vais payer à la fin de l'année. Et là, je crois que il faut quand même dire que la concurrence est nouvelle et n'est peut-être pas rentrée complètement dans les mœurs. Il faut aller dans le détail des conditions. Chez vous, normalement, vous prêtez, et ça c'est peut-être important de le rappeler, 65% en premier rang et 15% en deuxième rang. Exact. Hein? Mais vous avez sur le deuxième rang une majoration de 1%. Oui. Par rapport au taux initial du premier rang. Est-ce que je peux avoir de meilleures conditions? Parce que si je vais au Crédit Suisse, à taux comparable, à même taux initial, mon deuxième rang me coûte 0,25% en moins. Oui. C'est pas négligeable. Je ne sais pas. D'après nous avons mené l'enquête, c'est vrai. Oui, tout à fait. Mais peut-être, juste avant que vous expliquiez, il faudrait quand même pour les auditeurs qui ne sont pas des spécialistes, leur dire que lorsqu'on veut acquérir un bien, ça se fait en 3 parties. On a dit les fonds propres, et il y a l'hypothèque premier rang et l'hypothèque deuxième rang. Alors avant que vous répondiez plus en détail, juste, vous pouvez nous définir la différence entre le premier rang et le deuxième rang. Bien entendu. Alors je viens de l'évoquer effectivement d'une façon un tout petit peu brève. Je viens de le dire, les banques rémunèrent leurs risques. D'accord ? Il est communément admis que un risque de premier rang, c'est-à-dire jusqu'aux 2/3 environ, 65% ou 2/3 de la valeur d'un bien immobilier, la banque encourt un risque qui est acceptable. D'accord ? Au-delà des 2/3, le risque grandit. Dès lors qu'on rémunère le risque, le taux d'intérêt qui sera pratiqué sur le prêt hypothécaire qui est inclus dans ces 2/3, dans ces premiers 2/3, sera plus bas que pour ce qui excède ces 2/3, qu'on appelle plus traditionnellement une hypothèque de second rang. Voilà. Jean-Raphaël Le Fontanet. Oui. Alors concrètement, est-ce que, par exemple, si je suis un bon risque, parce que la banque fait aussi cette appréciation, je peux avoir une meilleure proportion de premier rang à la BCG?
Est-ce que vous allez jusque ce que font vos collègues neuchâtelois qui prêtent tout en premier rang? Donc le 80% de l'emprunt est pris en premier rang. Est-ce que vous le faites aussi? Non, du tout. Alors nous pratiquons, je ne sais pas ce que signifie tout en premier rang. Parce que bien évidemment que nous pourrions pratiquer une seule et même hypothèque sur le 80% à un taux légèrement plus élevé que le taux du premier rang. Non, ça ne changerait rien. Très concrètement, la BCN a un taux variable à 3,75 qui est le même que la BCG. Oui. La différence, c'est que à la BCN, si j'emprunte pour un objet qui vaut 1 800 000 francs, j'ai mes 800 000 francs qui sont taxés à 3,75%. Tandis que chez vous, j'aurai 650 000 francs à 3,75 et 150 000 francs à 4,75, ce qui représente quand même à la fin de l'année 1500 francs de différence. Je ne sais pas si les conditions sont d'actualité. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous venez, donc le taux de base variable qui est effectivement dans les faits aujourd'hui très peu utilisé. Mais parlons-en puisque vous en parlez. Le taux de base aujourd'hui pour une nouvelle affaire à la Banque cantonale de Genève en premier rang est de 3,5 et non pas de 3,75. Donc si la BCN je parle de taux au 14 janvier qui ont été pris comme date de référence pour toutes les banques. Les nouvelles affaires actuellement sont à 3,5 à la Banque cantonale de Genève en taux variable. J'entends taux de base, n'est-ce pas? Et effectivement, les anciennes affaires baisseront à 3,5 le 1er avril 2003. En ce qui concerne le deuxième rang, effectivement, alors nous comptons 1% de plus. Il s'agirait de faire un calcul pour voir si nous sommes effectivement plus chers. Mais vous savez, j'aimerais vous dire ceci. Mais la question que j'aimerais quand même vous entendre vous répondre, c'est pourquoi est-ce que vous êtes plus cher que la BCN? Est-ce que vous avez un moins bon rating qui fait que vous refinancez plus cher ou à meilleur compte que vos collègues neuchâtelois? Mais je ne suis pas persuadé que nous soyons plus chers que la BCN. Je peux vous dire simplement que nous avons des clients à la Banque cantonale de Genève qui tous, un jour ou l'autre, ont dû faire le choix d'une banque. Et à l'heure d'acquérir un bien immobilier, ils ont choisi la Banque cantonale de Genève. La Banque cantonale de Genève, aujourd'hui, c'est 30% du marché hypothécaire genevois. Donc je peux imaginer quand même que si 30% des Genevois ont choisi la Banque cantonale de Genève, c'est que nous avons été les plus compétitifs, à ce moment-là en tout cas. Voilà, que vous dire de plus? Je ne peux pas aujourd'hui vous faire un calcul en direct pour vous dire nous sommes moins chers ou plus chers qu'un autre, effectivement. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire une proposition et nous dire quels sont les produits que vous conseillez le mieux? Alors, c'est très simple. C'est très simple. Aujourd'hui, le produit phare qui fonctionne le mieux, c'est le produit le plus traditionnel. C'est l'hypothèque à taux fixe. Et vous comprendrez bien pourquoi. Excusez-moi, c'est pas le produit le plus traditionnel parce que je rappelle quand même que c'est tout récent que les particuliers peuvent souscrire des hypothèques à taux fixe proposées par les banques. Jusqu'à maintenant, le produit traditionnel, celui qui a toujours servi de référence, c'était quand même le taux variable. Il s'est avéré qu'effectivement, ces dernières années, le public souhaitait, à juste titre, souscrire des hypothèques à taux variable. Mais vous savez, ça fait 20 ans que je suis dans la banque, ça fait 20 ans qu'on a des hypothèques à taux fixe dans toutes les banques. Je ne crois pas que ce soit un nouveau produit. Il s'avère qu'effectivement, et à juste titre, les particuliers jusqu'ici ont souhaité des hypothèques à taux variable. Bien leur en a pris, puisque ces taux n'ont cessé de baisser, en tout cas depuis 1995, on n'a pas vu d'arrêt de taux. Par contre, de baisse de taux, pardon. Par contre, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ces taux qui sont historiquement au plus bas, j'ai pas plus d'historique que 100 ans. Mais je pense que c'est déjà beaucoup, 100 ans d'historique. On a même été plus loin, vos collègues de la BCV ont 150 ans d'expérience. Voilà. Et on a constaté que sur les taux de référence qui servent à l'application des loyers, à l'indexation des loyers, effectivement, il y a eu une dizaine d'années dans l'immédiate après-guerre où on a été un poil en dessous, mais pratiquement pour les 140 autres années, on est toujours au-dessus. Absolument. Il n'y a qu'en 1946 que nous avons atteint le taux d'intérêt qui sera pratiqué à la Banque cantonale de Genève depuis le 1er avril prochain. Donc à partir de là, je pense que tout incite les personnes, et ceci à juste titre, toujours dans une vision de long terme, puisque je le disais tout à l'heure, on est dans une vision de long terme, à souscrire des prêts hypothécaires. Je les encourage même à souscrire des prêts hypothécaires d'une durée la plus longue possible. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des banques proposent des taux d'intérêt fixes jusqu'à 10 ans. Je pense qu'il est sage aujourd'hui
de pratiquer sur des durées au-delà de 5 ans, voire entre 5 et 10 ans. Donc, ce que vous conseillez concrètement maintenant pour le client qui vient à la BCG pour une hypothèque, c'est de souscrire un taux fixe entre 6 et 10 ans. Pour moi, c'est essentiel d'avoir une vision à très long terme. Lorsqu'on achète un bien immobilier, ça l'a toujours été. Il est vrai qu'il y a encore quelques années, la Banque cantonale de Genève, j'ai vu effectivement dans l'article qui sera publié demain que la Banque cantonale de Genève ne propose pas de façon active une hypothèque CAPEI, n'est-ce pas? Une hypothèque CAPEI, c'est quoi? C'est une hypothèque qui est fixée sur un taux variable, c'est-à-dire que le taux fluctue, mais vous avez une assurance de taux à la hausse, c'est-à-dire que votre taux ne peut pas dépasser un montant à la hausse. Il y a un plafond. Il y a un plafond, voilà. En gros, ça veut dire ça. Mais lorsqu'on a des taux d'intérêt qui sont au plus bas depuis 1946, pourquoi une personne devrait finalement garder une marge de fluctuation? Peut-être que certains événements conjoncturels verront ces taux s'aplatir encore plus, mais je crois qu'on atteint véritablement un effet de sol aujourd'hui. Et que les taux japonais sont encore plus bas, mais bon, je ne sais pas s'il faut envier l'immobilier japonais. Non, absolument. Je crois qu'on peut partager votre point de vue. Effectivement, nous avons des taux qui sont extrêmement bas actuellement. Ceci dit, ça n'explique pas pourquoi la BCG est relativement peu innovative en termes de produits. Parce que si on veut avoir vraiment les meilleurs taux actuellement, c'est quand même dans les hypothèques adossées Libor. Je vous propose peut-être qu'on écoute un de vos collègues proposer son offre. Oui, parce qu'on a posé la même question, à savoir quels étaient les meilleurs produits à l'UBS avec Édouard Duc. Actuellement, si vous voulez, les produits phares sont le taux fixe. Nous sommes l'une des rares banques à offrir un taux fixe qui s'étale de 1 à 10 ans. Et le deuxième produit phare est un produit lié au taux Libor, Moneyline UBS, actuellement à 2,25, avec une assurance à la hausse maximum 5%. Et au Crédit Suisse, la réponse de Pascal Besnard. Aujourd'hui, on a une période où historiquement les taux sont bas. Ça fait 40 ans qu'on n'a pas vu ça. Donc on a des taux fixes notamment qui sont extrêmement intéressants. À moyen long terme, sur 5 à 10 ans, où vous avez des taux qui approchent les 3%, voire dessous, en fonction de la durée. Votre réaction ? Écoutez, ma réaction, j'ai pas véritablement de réaction. Je trouve assez dommage finalement que l'on incite des personnes à financer un actif qui par nature est un actif à long terme par des financements qui sont basés sur le Libor qui lui-même par nature est un financement à très court terme. Et on sait ce que signifie ce qui peut arriver dans des cas où à la sortie, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, si les taux ont doublé, on sait pas ce qui va se passer dans 3 ans. Si les taux sont mais ça c'est le même cas avec le taux variable, hein. Non, mais je ne parlais pas de taux variable, je parlais de taux fixe à long terme. C'est de cela dont nous parlions aujourd'hui. Moi, je constate simplement une chose, c'est que actuellement, nous sommes dans une croissance économique. 2002 l'a démontré. 2003, vraisemblablement, le démontrera également. Nous avons une croissance économique mondiale, mais également dans ce pays, qui est pratiquement nulle. C'est-à-dire qu'elle est inférieure à 1%. Elle se rapproche vraisemblablement des 0,5%. Que sur le plan international et en Suisse aussi, les marchés poursuivent leur décrue. J'entends les bourses sont extrêmement basses. Que tout cela provoque autant de destruction de capital que de destruction d'emplois, n'est-ce pas? À partir du moment où vous vous engagez dans un investissement à long terme, ce sentiment d'insécurité globale doit nous inciter à la prudence. Et je ne crois pas qu'il soit prudent aujourd'hui d'aller bloquer un taux d'intérêt, surtout si on parle d'une hypothèque importante, surtout si l'on parle de quelqu'un qui va s'engager sur 30 ou 35% de ses revenus, de bloquer à 1 an, à 2 ans ou à 3 ans. Par contre, il s'offre la possibilité, en bloquant à plus long terme, d'assurer son risque de taux. De 2 choses l'une, le risque de taux peut être assuré de 2 manières. Soit vous l'assurez à long terme, et c'est la démonstration que je vous ai faite et que je vous faisais il y a encore 1 minute, soit alors vous disposez de suffisamment de liquidité pour dire, quoi qu'il arrive, même si les taux doublent, à ce moment-là, j'ai suffisamment de liquide pour amortir ma dette hypothécaire à la sortie. Mais je ne crois pas que ce soit si je vous entends bien, vous ne proposez plus de taux variable actuellement à vos clients. Très peu. Alors je peux pour vous donner une idée, alors que au tout début de l'année 2002, le portefeuille hypothécaire de la Banque cantonale de Genève était constitué en gros de 1/3 d'hypothèques à taux variable. À fin 2002, nous étions à 50% de taux fixe, donc 50% taux fixe, 50% variable, et nous
nous pensons que d'ici la fin 2003, nous aurions vraisemblablement 2/3 de taux fixe. Donc, c'est vrai qu'on peut se demander s'il n'est pas du devoir du banquier actuellement au client qui vient et qui voudrait quand même un taux fixe, si ce n'est pas le devoir du banquier de lui dire mais écoutez, plutôt que de prendre un taux fixe, prenez un taux variable, prenez un taux fixe à une année. Votre taux sera nettement inférieur à l'actuel taux variable et vous n'aurez pas de problème de refinancement dans une année. Absolument, mais alors ça, le conseil peut être donné, mais je dirais que si la personne qui veut aujourd'hui prendre un taux fixe de courte durée, eh bien, il faut qu'elle soit attentive à l'évolution des taux d'intérêt et surtout qu'elle se prémunisse elle-même finalement, puisque nous sommes partenaires dans cette aventure, il ne faut pas l'oublier, qu'elle se prémunisse elle-même et qu'elle prémunisse la banque de la sortie de ce taux et qu'elle assure ce risque de taux. Pour nous, c'est primordial. Absolument. Alors avant de terminer l'émission, puisqu'il nous reste à peine une dizaine de minutes, il y a 2 points qui sont vraiment importants pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est quels sont les rabais que les banques sont prêtes à accorder. Et notamment à l'UBS, nous avons posé la question à Édouard Duc. Pour les clients qui ont des enfants, jusqu'à 3 enfants, 0,8% par enfant, 3 ans maximum, par tranche de 100 000 par enfant. La condition n'est pas qu'il ait les comptes des enfants chez nous, c'est clair que ce serait apprécié, mais la condition c'est qu'il ait tout simplement des enfants. Vous faites des rabais pour les enfants à la BCG ? Non, nous ne faisons pas de rabais pour des enfants. Nous jouons sur la contrepartie globale, comme je vous l'ai expliqué. Maintenant, j'aimerais... Alors, salut. Ça m'intéresse de rebondir. Ce serait quand même intéressant qu'on reste là sur cette question des rabais, parce que actuellement, je sais bien que les banquiers, vous n'aimez pas tellement ça, mais c'est un peu le souk. Vous pouvez obtenir des conditions individualisées pratiquement dans tous les établissements. Alors il y a des rabais officiels, UBS vient de mentionner ce rabais pour enfants, ils ont un autre rabais 50-50 lorsque la moitié de votre emprunt est disponible en actif, vous l'avez en actif déposé à l'UBS, vous avez également une réduction d'1,5% sur le taux de base appliqué. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez aussi des rabais, des rétributions un peu inférieures pour des bons risques, non? Alors j'ai envie de vous dire ceci. À mon sens, tout produit, toute prestation identique, si elle existe dans ce domaine-là, ça me paraît étonnant, mais si la prestation identique existe, dès lors elle ne se différencie que plus que par son prix, n'est-ce pas? Si notre prestation est identique à celle d'une banque concurrente, il est évident que nous ne pouvons exercer que le même prix que cette banque. Sinon, nous ne ferons pas affaire avec cette personne. N'est-ce pas? Si aujourd'hui la Banque cantonale de Genève fait des affaires, de 2 choses l'une. Soit elle a un conseil qui est égal à une autre banque, et dans ce cas-là, elle est en tout cas au même prix que cette autre banque, soit alors elle peut se permettre, et beaucoup de clients le demandent, d'avoir un conseil un tout petit peu plus évolué, de passer peut-être plus de temps en cours de construction, sur un chantier avec le client, avec son architecte, à le conseiller, etc. Et à ce moment-là, ce client-là sera prêt à payer une différence à la hausse. Et ça me paraît fondamental, cette chose-là. Maintenant, j'aimerais bien rebondir sur ce qui a été dit par rapport au rabais qui est fait pour les enfants, auprès notamment de l'UBS. Vous avez entendu l'APA qui est utilisé par la banque. En réalité, c'est quoi? C'est 0,8% sur une tranche de 100 000 francs pendant 3 ans et par enfant. Si l'on considère que l'hypothèque moyenne qui est demandée à Genève s'élève à 600 000 francs, cela représente en réalité une économie de l'ordre de 0,1% pendant 3 ans. 0,1%. En contrepartie, par contre, les débiteurs doivent accepter un certain nombre de contraintes. Et j'en reviens aux contraintes. Il y en a une qui me paraît assez importante, c'est une obligation de souscrire obligatoirement à un amortissement de type indirect dans ce concept produit UBS que nous ne connaissons pas. Nous ne voulons pas ce type de produit-là. D'ailleurs, ça n'entre pas dans notre philosophie. Et donc c'est un amortissement direct. Cela signifie finalement que pendant toute la durée du contrat, pour économiser 0,1% en moyenne, pendant 3 ans, pendant toute la durée du contrat, notre famille se verra facturer les intérêts calculés sur le montant total de l'hypothèque, les amortissements n'ayant en l'occurrence aucun impact. Oui, sauf que vous avez un gain fiscal qui n'est pas négligeable. Oui, alors bien entendu, les personnes qui ont un revenu très élevé, je ne dis pas que le produit est mauvais, le produit est très bon, mais pour ma part, il ne peut, je pense, s'appliquer qu'à une catégorie d'individus.
il est malheureusement tellement standardisé qu'il ne peut s'appliquer qu'à une catégorie d'individus. Une personne qui a un revenu élevé. Je suis quand même pas tout à fait d'accord parce que l'abattement fiscal, on sait que c'est le dernier franc qui est le plus lourd. En faisant de l'amortissement indirect avec, si vous pouvez le faire en plus sur les deux têtes, c'est quand même 12 000 francs de revenus que vous pouvez retrancher chaque année sur votre revenu imposable. Et là, vous allez faire un gain fiscal qui compense largement ce que vous aurez payé en plus en intérêt. Je ne dis pas que les personnes qui peuvent se le permettre ne doivent pas le faire. Au contraire. Il est évident qu'une personne qui peut se permettre de maintenir une charge hypothécaire élevée, de payer des taux d'intérêt donc constamment élevés, doit pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal. Et dans toutes les banques, il peut obtenir cet avantage fiscal. J'imagine que vous le proposez d'ailleurs aussi. Bien entendu, bien entendu. Par contre, je mets en avant le concept de prudence. Et ça me paraît plus important que l'avantage fiscal. Et certainement que la plupart des gens auront vraisemblablement intérêt à consacrer leur argent à un amortissement effectif qui réduira leur risque dans le temps, n'est-ce pas? En ce qui nous concerne... Attendez. L'amortissement indirect, l'amortissement est quand même fait. Simplement, c'est le moment où vous décidez d'amortir qui est différent. Au lieu d'amortir progressivement votre dette, vous le faites en un coup, en général à l'approche de la retraite, en regardant d'harmoniser ça de façon à ce que ce soit fiscalement pas pénalisant. Ça ne change pas grand-chose. Le volume d'amortissement peut être le même, voire supérieur. Ça ne change pas grand-chose, sinon que si vous devez réaliser ce transfert d'avoir, non pas le jour de la retraite, mais pendant le contrat, à ce moment-là, j'entends, vous serez fiscalisé sur le retrait que vous ferez sur votre prévoyance. Donc, ce que je dis, c'est que le produit est très bon, que toutes les banques le pratiquent, mais pratiquons-le sur mesure, soyons près de nos clients lorsque nous donnons ce genre de conseils. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous préférons cette démarche, qui consiste effectivement à déterminer exactement les besoins de financement, examiner attentivement les aspects de risque à couvrir en matière d'assurance, et les aspects de prévoyance professionnelle. Avec tout cela, en toute transparence, je suis persuadé que nous arrivons à optimiser finalement la situation fiscale de chaque client. Alors, ceci dit, vous ne nous avez pas dit quand même quel rabais vous accordiez. C'est un peu dommage. Alors, on arrive pratiquement au terme de l'émission. Alors, pour pas que les auditeurs terminent frustrés, on va leur donner quand même les derniers conseils, notamment au Crédit Suisse. Premièrement, c'est le bien. Enfin, une expertise, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que le bien qu'on achète, il n'y ait pas des défauts cachés. Il y a vraiment, je dirais, pas non plus une surévaluation du bien par rapport à tout d'un coup un marché qui est quand même où il y a peu d'objets en vente, beaucoup de demandes, ce qui fait que les prix gonflent un peu. Donc, il faut faire très attention à ça. Il faut de toute façon faire une expertise qu'on fait nous pour le client en principe. Ça, c'est la première chose. Puis ensuite, voir si c'est pas non plus tout d'un coup de la folie d'acheter un bien. Est-ce que les gens sont capables de supporter aujourd'hui, effectivement, on peut supporter facilement une charge hypothécaire. Est-ce que demain, dans 5 ans, si les taux tout d'un coup sont plus hauts, est-ce que la personne peut sans problème assumer les intérêts hypothécaires? Donc là, il faut être prudent, je dirais, d'analyser la situation puis de faire un scénario catastrophe en premier. C'est ce qu'on fait au départ. Pour rendre attentif aux clients que la situation peut évoluer. Puis à partir de là, du moment qu'on est sûr sur le bien, on est sûr sur le débiteur, à ce moment-là, c'est vrai qu'on peut aller de l'avant alors relativement rapidement et facilement. Alors à l'UBS, on conseille de se mettre parfois à la place du vendeur, comme ça on peut essayer d'éviter les pièges. Et en conclusion de cette émission, Jean-Raphaël Fontana. Oui, je crois que ça vaut la peine de comparer les offres. Les clients le font certainement d'ailleurs de plus en plus. Internet facilite beaucoup les choses parce que les différences, même sur des produits tout à fait comparables, et dans le domaine bancaire, les produits sont vraiment très très comparables. Il n'y a rien qui ressemble plus à 100 francs qu'un autre billet de 100 francs. Mérite qu'on y consacre du temps parce que, comme l'a dit très justement notre invité, c'est quand même souvent l'investissement d'une vie. Et les charges que vont générer cet investissement méritent qu'on y consacre vraiment l'attention qui est requise. Je crois qu'on peut être aussi d'accord avec Monsieur von Arx. Quelque part, à la fin, il faut aussi tenir compte qu'en principe, on va avoir affaire, si tout se passe bien ou même mal, pour 20 ans ou 30 ans à son banquier. Donc la relation est là aussi son importance et quelques francs de différence peuvent être compensés justement par une relation plus favorable avec la personne qui est l'interlocuteur de référence dans l'établissement. Mais il ne faut pas non plus hésiter à négocier. Les banquiers n'aiment pas ça. Ils devront s'y habituer. Parce que ça va devenir de plus en plus. Et finalement, c'est qu'une question d'argent. Et alors, si vous êtes déjà propriétaire et vous voulez savoir quelles sont les astuces pour essayer de changer et profiter au meilleur taux ou changer votre situation, eh bien, il vous suffit de consulter le magazine Bilan qui va paraître demain avec tout le dossier, tous les détails. Si vous voulez devenir propriétaire ou si vous voulez changer vos conditions, Jos von Arx, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Je vous en prie, merci beaucoup à vous.
Jean-Raphaël Fontana, merci à vous. À très Merci. bientôt. Au revoir. Un zoom sur l'actualité économique avec les rédactions du magazine Bilan et de Radiolac en direct de l'hôtel Epson Manotel à Genève.